ennuyeux de commencer. Hein. Terriblement ennuyeux. Ouais. Non, parce qu'évidemment, la première question peut toujours paraître... Il y a tellement de choses à dire que la première paraîtra forcément fausse. Enfin, je sais pas. Moi, ce que j'aimerais te demander, pour commencer, c'est... J'ai vu dans ton Facebook que tu revendiquais le... Faut pas aller plus fort, non? Que tu revendiquais le titre de plasticien. Et j'imagine que souvent, on a dû te le refuser. Non. Non. Non, on m'a pas refusé le titre de plasticien, mais plasticien c'était marrant, parce que moi je revendique le titre de plasticien, puis je suis vraiment plasticien, il y a plastique en plus. Et plastique a été un terme complètement galvaudé, parce que c'est devenu un matériau, avant d'être un concept. En 1980, ce qui est plastique, c'est ce qui est fait à base du plastique, d'une polymère. Ouais. Et c'est pas la Vénus de Milo qui est plastique, c'est la poupée en celluloïd, pardon, en plastique. En plastique, oui. Alors moi je suis plasticien, à double titre. Et personne ne t'a jamais refusé ce titre. Non, Non, parce que si je te pose la question, c'est que j'ai eu l'impression que, que les journalistes qui faisaient des articles sur ce que tu faisais, peut-être se rassuraient en disant que tu étais plasticien. C'est-à-dire que je les inquiète un peu parce que, bon, nous sommes en période de crise depuis pas mal d'années, et je crois, enfin, à l'égard de ce qui nous est donné de voir maintenant dans l'expression plastique, artistique, c'est le minimal art, le conceptual art, des choses qui sont faites à base d'idées essentiellement, et non de construction et non de manipulation. Or, j'espère que ça vient à terme. Moi, on m'accuse plutôt d'arriver un peu en retard, d'avoir un cheval de retard parce que je suis dans l'art et la technologie. Donc je fabrique encore des choses, je suis encore un grand manipulateur, alors que je devrais être uniquement un manipulateur d'idées. À ce titre-là, je serais un réel plasticien. Tu te définis comme un grand manipulateur, mais est-ce que tu peux préciser un peu? Parce que je me demande si c'est pas plutôt un manipulateur d'homme que tu es, tu vois. Que si tu manipules pas un peu le spectateur. Je me réfère ici peut-être à un travail de Kowalski, qui est un de mes amis, et qui a intitulé un de ses trucs « Le grand manipulateur ». Effectivement, on peut penser, et c'est vrai que par rapport à mon travail, on me dit toujours « Ah, aussi vous faites des machines qui bougent ». Et au regard de mes machines, elles ne bougent pas, elles font bouger les gens. Voilà, exactement. Bon, et c'est relativement important, effectivement, elles sont totalement immobiles, mais elles suscitent le mouvement. Et c'est uniquement par le mouvement d'autrui qu'elles prennent vie, par l'environnement. Mais elles-mêmes sont immobiles, elles ne bougent pas. Mais quitte à dire que je sois un grand manipulateur d'hommes, je n'ai pas de petite moustache, ni de reste sur le côté. Il y a pourtant une de tes machines qui s'appelle le dictateur. C'était une dénonciation? C'était une dénonciation. Parce que je crois qu'effectivement, le dictateur ne peut exister que si on le met en position d'être dictateur. Un dictateur existe grâce aux gens qui l'ont mis en situation. Et des dictateurs, il y en a partout. À chaque moment de notre vie, nous avons affaire à un dictateur. Je pense dans le domaine du travail. Le patronat ne peut subsister et exister que s'il y a des gens qui sont prêts à accepter un dictateur et qui font son jeu. J'ai lu d'ailleurs dans ton curriculum vitae que tu allais à l'usine à un moment donné de ta vie, de ton itinéraire, pour te reposer. Ouais. Ouais. Et que tu avais causé quelques angoisses à ton compagnon. Oui. Et qu'il avait résolu ses angoisses en te licenciant. En me licenciant, en m'évacuant un peu. Bon, mais disons que... Non, je crois que le travail d'usine, je ne veux pas faire du tout d'ouvriérisme ou d'héroïsme en ayant travaillé en usine. J'ai travaillé en usine parce que je trouvais ça pratique. Parce qu'il y avait les 3-8. Et les 3-8, c'est pratique, ça me permet de travailler par ailleurs. C'est tout. Mais pour revenir aux machines, enfin, l'une s'appelle le dictateur.
Mais est-ce que, d'une manière générale, est-ce que c'est pas une dénonciation des machines, enfin, Je crois d'ailleurs avoir lu ça également, de toi. Je ne pense pas que moi j'ai Ouais. dit que je dénonçais la machine. Euh, que les critiques interprètent mon travail comme une dénonciation de la machine, c'est aussi c'est une possibilité. Parce que à partir du moment où on met un adjectif après machine, bon, que ce soit infernal, que ce soit inutile, je crois que c'est une dénonciation. D'habitude, la machine se passe de qualificatif. Et les tiennes ne peuvent pas s'en passer, puisque précisément, elles ne servent à rien. Et moi je les aime. Ouais. Moi j'aime les machines. Et en fait, les rapports amoureux sont terriblement ambigus. J'aime les machines et en même temps elles me créent beaucoup de problèmes. Je suis un peu terrorisé par les machines, c'est vrai. Mais j'ai d'autres machines. Il y a ma production, effectivement, qui sont des machines que je fais de mes mains, mais il y a les machines que je veux posséder et que j'achète, qui sont manufacturées. Comme celle-ci, par exemple. Cette machine est une machine qui me sert à faire des machines, mais il y a ma moto, il y a ces envies que j'ai, tout ce qui bouge et tout ce qui a été créé de main d'homme à des fins utilitaires, hein, d'ailleurs. Demeurant, parce qu'un oscilloscope, puisque c'est cela, une moto, ce sont des choses qui ont été créées, non pas forcément pour le plaisir, mais aussi pour l'utilité, le travail. Une moto, par essence, c'est quelque chose qui est fait pour des communications, enfin aller d'un point à un autre. Or, avec ma moto, moi, je me déplace uniquement dans l'inutile, pour le plaisir, de brûler de l'essence et d'être sur ma moto. Je me regarde passer dans les vitrines, par exemple. Quand tu es sur ta moto, est-ce que tu fais de la cybernétique, enfin Ah oui, absolument. Tu sais, Gilles, il y a une chose que je viens de dire qui m'intéresse, c'est, tu me dis quand tu es sur ton Harley Davidson, finalement tu regardes ton reflet dans les vitrines. Ton reflet sans doute très rapide, magique. Et ce qui m'a frappé dans tes machines, et celles qu'on voit là, ces caractéristiques, enfin, c'est justement le jeu des miroirs, le jeu des reflets à l'infini. Et finalement, ce qui fait que dans une machine qui paraît pourtant particulièrement carrée, enfin, qui paraît finie, en réalité avec l'infini. Et tu peux nous parler enfin un peu de ce jeu de miroir? Volontiers, parce que je crois que je suis un peu comme les pies. J'adore ce qui brille. Tout ce qui brille, tout ce qui reflète l'image m'intéresse parce que je vais peut-être faire un rapport avec le temps. Mais attends, excuse-moi, si tu aimes le plein camp, parce que je crois que tu l'aimes, c'est à la seule condition qu'il puisse se refléter dans autre chose. Bien entendu, j'y venais précisément, parce qu'il y a un rapport de temps, de fixité de l'image qui est éphémère. On fixe une image qui n'existera plus à la seconde même où on essaie de l'analyser. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et cette chose qui brille, toutes ces choses qui ont en apparence une chose complètement vierge, pas déflorée du tout, d'attirance, me fascine particulièrement parce que ceci ne brillera plus. Mais tant que je l'ai, que je le possède, que je le fais, ça brille. Et parce qu'il y a reflet, je peux éventuellement me regarder ou interpréter le regard que j'ai dessus en m'y mettant dedans, si tu veux. C'est le côté intrinsèque du miroir et de moi par rapport au miroir. D'ailleurs, à propos de miroir, j'ai fait un miroir où les images se reflètent à l'infini et il y avait cette phrase « Souviens-toi du futur ». Phrase prononcée par un grand biologiste mort maintenant, qui faisait des tas d'expériences avec les petites grenouilles, mais qui avait dit cette chose absolument extraordinaire, qui avait été reprise par un copain, et je lui avais renvoyé cette phrase dans un miroir. Et je crois que l'histoire du miroir, c'est terriblement important. Et tout est miroir. C'est juste un petit bruit. Ça y est, ça tourne là. Stop, c'est bon. Le miroir, au contraire, renvoie au possible. Ça y est, c'est fait? Oui.
parlais du temps tout à l'heure, celle-ci fait vivre dans le temps, hein. Mais dans une attente qui finit par être un peu pénible. J'ai attendu très longtemps le moment où elle décolle, tu vois. Oui. C'est long un point fixe hein, sur un jet. Hein. C'est des moments où on a peur aussi. C'est le départ. C'est le départ. Tu peux nous parler un peu de cette machine, de la manière dont tu l'as conçue? C'est très intime ce que tu me demandes. Hein. C'est une machine qui est effectivement le départ. On s'en va. On s'en va, c'est... disons que c'est la machine qui fuit, qui... En fait, c'est une machine qui est liée à une histoire qui m'arrive à Mâcon. C'est-à-dire que je m'en vais de Mâcon. Et ça a été un départ pénible. C'est un départ très angoissant. L'école des beaux-arts de Mâcon a fermé, j'enseignais à Mâcon, on n'a plus besoin de moi, un peu le rejet, c'est le départ. C'est très simple, c'est pas compliqué du tout, toujours être en marge, toujours être... ne pas être accepté aussi. C'est aussi le départ. Mais c'est peut-être aussi une arrivée, dans la mesure où cette machine évoque pour moi, je te le disais l'autre jour, 2001 ou l'Odyssée de l'espace. De mon avis. Et non, moi personnellement plutôt l'image finale. L'image finale, c'est la mort. Oui, mais c'est aussi la Renaissance. Bien sûr, parce que c'est toujours la même chose. Il n'y a pas d'antagonisme entre la mort et la vie. Il y a une grande aventure, une grande histoire amoureuse. La vie n'est faite que de rapports amoureux et effectivement, on ne peut pas appréhender la vie si on ignore la mort. Et réciproquement, la mort ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas la vie. La vie, la mort. Et ce qui frappe dans tes machines, c'est que... Ouais, tu parlais de la vie, de la mort, et les machines vivent. La preuve d'ailleurs, c'est que certaines meurent. Est-ce que tu n'as quand même pas peur que l'acheteur finalement soit un peu déçu quand même un jour de voir mourir sa machine? Non. Non, j'ai pas peur. Qui viennent t'assassiner, toi? M'assassiner? Ah, là, j'ai peur qu'on m'assassine, mais j'ai pas peur de la... Non. Parce que, en fin de compte, je trouve ça assez extraordinaire, si tu veux, dans le concept de l'art, du marché de l'art, de vendre une machine qui peut mourir. Un tableau, par essence, ne va pas mourir. Du moins, on ne le croit pas. On ne le croit pas. En fait, il peut mourir. Oui. Enfin, c'est une chose qui se lègue, qui parcourt les siècles. Or, les machines ne vont peut-être pas parcourir les siècles, et mon expression va peut-être être éphémère, c'est-à-dire qu'elle va disparaître avec moi. Je n'œuvre pas pour la postérité, j'œuvre pour le présent, pour la contemporanéité. Mon œuvre est extraordinairement contemporaine parce qu'elle est faite avec des matériaux contemporains, pour des gens qui vivent à mon époque, avec leurs soucis, avec leurs problématiques, avec leurs technologies. Et dans 50 ans, mes machines seront vieillottes, complètement dépassées, et c'est tant mieux. Et c'est très bien, en fin de compte. Et elles seront peut-être mortes, et c'est encore mieux. Oui, mais si tu veux, bon, il est évident que tes machines vont vieillir, enfin comme nous vieillirons, mais dans la mesure où tu fais mourir certaines, parce qu'elles sont programmées pour mourir, je Oui, le sais. bien sûr. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que tu préviennes toujours de clients. Mais donc, bon, certaines vont mourir parce que tu l'as voulu. Oui. Tu sais peut-être pas exactement le moment où elles vont mourir, mais elles vont mourir. Est-ce que c'est pas une manière finalement de rattraper les choses, enfin à nouveau, si tu veux, de maîtriser le temps, parce que finalement, comme des gens qui se suicident parce qu'en définitive, ils ont peur de la mort, quoi. Peut-être, mais ça c'est le spectateur à qui je laisse cette possibilité de choix, enfin d'expression. Mais est-ce qu'il le sait toujours? Est-ce qu'il le sait toujours? Ah, moi je le préviens. Oui. Je le préviens dans la machine programmée pour la mort. Mais ce qui m'intéresse quand je programme une machine qui va mourir, c'est que la machine est belle. Et que l'acheteur, l'acquéreur, le collectionneur va prendre cette machine pour sa beauté. Mais sa beauté, il n'en jouera pas impunément. À chaque fois qu'il branchera, il faudra qu'il en prenne le fruit, qu'il en prenne la mesure. Car chaque fois qu'il branchera la machine fera un pas en avant
vers le retrait. Elle se retirera de son spectacle. C'est-à-dire que c'est pour lui faire comprendre que la beauté n'est pas toujours facile d'accès. Et que même s'il y a l'argent, il est impuissant à cela. Et ça me fait... Gilles, je vais être un peu pompier là. Je vais citer Au feu. Oui, non, mais je vais citer Simone de Beauvoir qui disait si nous avions l'éternité, où serait l'urgence d'exister. Mais tu crois quand même. C'est pas tellement pompier, c'est très beau. Mais je crois quand même que tu es un peu exigeant quand même avec l'acheteur qui, bon, effectivement, veut de temps en temps que ta machine dorme, mais qu'elle meure quand même. Il ne te pardonnera jamais. Mais je suis exigeant même par mon travail, par ma pratique, je suis exigeant. Comment peut-on envisager ça comme une œuvre d'art? N'est-ce pas terriblement exigeant que d'imposer ça comme une œuvre d'art? Et si je n'étais pas exigeant, est-ce que ça existerait? Donc finalement, tu es peut-être plus exigeant par rapport à... Enfin, au moins aussi exigeant par rapport aux gens qui regardent qu'à tes machines, finalement. Bien sûr. Mais l'ambition, c'est nécessaire dans ce que l'on fait. S'il n'y a pas d'ambition, il n'y a rien. Il n'y a pas de progression. Par exemple, les conservateurs de musées ne peuvent pas accepter qu'une machine meure dans leur musée. Je me fiche des conservateurs de musée. Tu sais, Gilles, tout à l'heure, je t'ai vu. Tu as caressé la machine. Bien sûr. Tu les caresses souvent. Ah oui, je les caresse souvent. Oui, parce que la caresse, c'est... la caresse est un élan, c'est l'affection, c'est la protection. Je les caresse pour des raisons parfois très utilitaires ou pour des raisons de plaisir. Je préfère les caresser par plaisir. Ce qui m'amène à les caresser pour des raisons utilitaires, parce que si je les caresse par plaisir, je laisse une trace de doigt, parce que mes doigts sont jamais propres. Et après, je les caresse pour des raisons utilitaires avec un chiffon où je les aseptise. Je les rends vierges de toute caresse. Et après, j'ai plaisir à les recaresser. Et malgré tout, dans cette machine, enfin, là, qu'on regarde, tu as mis beaucoup d'obstacles entre nous et les fils, la broderie. Oui, la Pourquoi? broderie. Broderie, c'est un terme très important parce que c'est vrai que je brode en plus avec du vrai fil à couture, quand je n'ai pas les moyens de broder avec du fil d'argent comme celui-ci. Et là, parce que c'est un travail qui m'appartient et qui, même si on achète la machine, n'appartiendra pas à celui qui la contemplera, c'est mon travail. Je mets une distance, effectivement. Parce que déjà, les gens, quand ils sont en face d'une machine, pénètrent dans son intimité puisqu'ils la font fonctionner. Et aimer un enfant, ce n'est pas forcément le père et la panicite. On confie ça à un médecin. Et tu es médecin. Oui, je suis médecin. Est-ce qu'on peut aimer les gens qu'on opère? Je crois qu'on ne peut pas opérer les gens qu'on aime. Bon, Gilles, écoute, je crois que tu n'as pas répondu à ma question. En fait, tu m'as parlé d'opération, tu m'as dit que tu faisais de la broderie. Tu pourrais d'ailleurs peut-être me montrer ton appareil à frapper, je crois. Mon appareil à frapper, voilà. Mais... Ça s'appelle un pistolet. Ouais. Oui, cesse de me viser, s'il te plaît. Mais à vrai dire, je m'en fous, tu vois, pour l'instant. Ce qui m'intéresse, c'est que tu me parles de tes rapports un peu secrets avec tes machines. Les rapports amoureux avec les machines, oui. J'avais dit Bien, secret, mais enfin... Ben oui, mais l'amour est un peu secret. Bon, je me livre entièrement. Je suis là pour ça. Bon, ben, qu'est-ce que c'est? Il se passe des tas de choses avec les machines. Avec celle-ci en particulier, enfin, pas celle-là précisément, mais enfin, les machines de ma production que je fais sont les machines de rêve, les machines que j'aimerais voir partout. Ce sont les machines que je me fabrique dans mon imaginaire, dans ma vie. Mais en même temps, il y a ces machines que les hommes ont fait et qui me fascinent aussi. Et tous mes rapports avec les machines sont terriblement ambigus. Je ne peux pas en parler parce que je les fais, je fais acte d'amour. Je peux pas te dire comment je baise. C'est pas possible. Et comme je ne suis pas homosexuel, je ne peux pas te faire l'amour. Mais je peux te raconter les aventures qui m'arrivent avec les machines. C'est-à-dire qu'avec celle-ci, bon, il s'est passé, on a parlé de départ. On a parlé un petit peu d'angoisse en fait, c'est vrai. Cette machine est terriblement, pour moi, terriblement angoissante. Et ce n'est pas la mort. Non, ce n'est pas la mort. C'est une petite mort. C'est un départ. Partir, c'est mourir un peu avant.
Mais j'ai eu d'autres morts, j'ai eu d'autres aventures, avec d'autres machines. Et des machines qui ne m'appartenaient pas. J'ai conduit des camions, par exemple. Tu as aussi des accidents de camion. J'ai eu des accidents de camions qui ont donné naissance à une machine, d'ailleurs. Comment? Et c'est-à-dire, l'accident, ça a été la mort. J'avais un 38 tonnes, un autre 38 tonnes m'est rentré dedans. Ça a fait un choc à 76 tonnes. C'est rarement vécu, ce genre d'aventure. Du moins, c'est rarement rapporté de son vivant. J'en suis sorti indemne parce que j'avais un camion suédois. Un acier suédois très costaud. Je suis là. C'est extraordinaire, mais j'ai vu la mort. Les images ont défilé, et il y a eu le bruit, il y a eu la lumière. C'est arrivé de nuit en plus. Et c'est un souvenir qui est très mitigé, qui est à la fois très angoissant et très bon, très secret, très intime. Il y a un rapport amoureux avec cet accident. Et il y a eu ces images qui sont arrivées très vite, des images de l'enfance, dont je n'avais aucun souvenir. Je devais avoir, je ne sais pas, quand un enfant ne marche pas, quand il est à quatre pattes, j'avais des images de cette époque. J'ai eu des images de mon père aussi, qui avait disparu de ma vie pendant 17 ans. Parce que mon père, oui, je le revendique, je suis antillais. Mon père est aux Antilles, il est retourné chez lui, et moi je suis en métropole. Et je ne pensais pas tenir à mon père, je ne pensais pas que mon père avait une importance. Je me suis aperçu lors de cet accident que mon père avait une terrible importance pour moi. Alors que je n'avais pas entendu parler de lui depuis 15 ans. Et que nous nous étions jamais écrits, pas de clin d'œil, parce qu'on ne peut pas échanger un regard à 7000 km de distance. Et ça, c'était très beau en même temps. Et il en est sorti une machine. Une machine parce que faire une machine, c'est une soupape. C'est évacuer des choses qui sont trop en soi. Je crois que tout acte créatif, d'ailleurs, dans les arts plastiques est subversif. Et cette subversion est entretenue par ce phénomène de dégager une chose qui est dans les non-dits. Et les non-dits, c'est ça. Ça, c'est un non-dit. Je ne t'ai pas interrompu parce qu'il me semblait effectivement que tu parlais de manière très très intime de tes machines, alors que tu parlais de ton père, de ton enfance. Mais est-ce que tu peux quand même nous expliquer comment tu peux finalement t'exprimer dans une machine et surtout dire des choses aussi profondes, alors qu'en définitive tu es obligé de passer par des médias aussi froids qu'un oscilloscope, je crois, Oui, ou un ordinateur, ou un pistolet à frapper. Mais c'est ça qui est extraordinaire, parce que bon, il y a un bordel monstre ici, enfin c'est... Oui, un désordre savant. Oui, mais c'est... Toute ma vie est désordre. Je répondrai... En fait, la première question de notre entretien, c'est être plasticien. Et si quelqu'un me disait, vous êtes plasticien, je lui dirais, non, je suis motard. Et si un motard me disait, vous êtes motard, ou tu es motard, parce que je suis pas dans ce milieu... Tu lui dirais, je suis plasticien. Non, je suis professeur en Beaux-Arts. Et si un prof de Beaux-Arts me dit, cher collègue, je dis, erreur, mon cher, je suis plasticien. Et ainsi de suite. Je veux dire, c'est une non-fixité aussi dans le temps. Et dans ce bordel, il faut quand même s'y retrouver. Et il y a une telle discipline. Je veux dire que chaque fil, Il n'y en a pas une gratuite? Aucun. Aucun fil n'est gratuit. Et il y a bien 1200 mètres de fil dans cette machine. Et je ne sais pas brancher un va-et-vient. Mais ça n'a aucune espèce d'importance. Si je me creuse un peu la tête, j'arriverai à brancher un va-et-vient. Mais je sais ce que c'est qu'un bus de données, ce que c'est qu'une adresse, qu'un data, qu'une sortie inverse bufférisée, enfin tous ces termes, ce langage un peu ésotérique aussi de l'électronique qui est assez fascinant. C'est l'initiation, c'est la magie. Et la magie, c'est... C'est le vaudou. J'irai pas jusqu'au vaudou, mais c'est les ancêtres. C'est les quimbois, enfin c'est plein de choses secrètes, mais bon, il y a effectivement une magie là-dedans. Parce que tout en connaissant forcément le fonctionnement, je peux initier. J'ai le pouvoir initiatique de cette technologie, qui est le dieu de maintenant. En fait, l'informatique, c'est tellement important. C'est une chose qui envahit. Et qui envahira si on se laisse faire. Mais s'il y a des initiateurs, et si les initiateurs sont très honnêtes, c'est-à-dire sans vulgariser, sans galvauder,
les concepts, mais initie les gens, au sens réel du terme, tout se passera très bien. La magie africaine est très opérante. Elle est beaucoup plus signifiante que l'aristocratie médicale française, européenne, l'ordre des médecins. Le médecin va te dire vous avez un néo. Et si un jour tu entends cette phrase, ça veut dire tout bonnement que tu as un cancer. Mais il ne te dira pas que tu as un cancer, il te dira que tu as un néo. Mais ton ordinateur, ton pistolet à frapper, ton oscilloscope t'imposent pas un certain ordre? Ben, il devrait. Mais moi, je crois que je suis le champion du détournement de fonction. Je veux dire qu'il y a un ordre. Je me souviens toujours de la réflexion d'un des ingénieurs d'une grande marque d'appareillage scientifique électronique qui m'a dit « Ce qu'il y a d'étonnant chez vous, c'est que vous efforcez de faire ce que nous, on cherche à éviter. » Et utiliser un microprocesseur qui est programmé à des fins de gestion et en faire de la musique, moi, je trouve ça très, très, très drôle. Je trouve ça assez fascinant et intéressant. Mais peut-être que les informaticiens sont peut-être finalement... Ce sont mes détracteurs aussi. Oui, mais peut-être aussi tes meilleurs clients. Enfin, je veux dire, exactement tes Bah, meilleurs spectateurs. Non, ce sont les plus mauvais spectateurs, les plus mauvais clients, et c'est moi qui suis leur meilleur client. Un petit client, mais bon, parce que j'arrive à faire des erreurs d'opération. À trop demander à ces petites bêtes, il m'arrive de... ça part en fumée. Et bon, ça coûte 120, 600, 1000 francs des fois. Et ça crame en 1 nanoseconde, c'est-à-dire 1 millionième nanoseconde. Et c'est trop tard. Alors là, je suis un bon client pour eux. Et eux ne prennent pas ça du tout au sérieux. D'abord, ils ont raison parce que ce n'est pas sérieux. Mais ils n'ont pas de regard. Ils n'ont pas de regard parce que c'est inutile. Et eux, ils sont dans l'utile. C'est d'une tristesse incommensurable. C'est un peu comme la connerie. Hein? Gilles, jusqu'à maintenant, on a parlé des machines que tu as créées. On a aussi parlé du camion avec lequel tu as vécu quelque chose. Mais j'imagine qu'avec ta moto, tu as aussi vécu pas mal de choses intéressantes. Enfin, tu l'as pas créé, mais j'imagine que... Je l'ai un peu créé quand même. Ah bon, excuse-moi alors. Non, parce que j'avais vu le sigle Harley-Davidson. Oui, mais en tant que néophyte, oui. Pas tout à fait d'ailleurs, ce n'est pas innocent. Tu as parlé d'une Harley-Davidson. Et une Harley-Davidson, c'est pas une moto, c'est une Harley-Davidson. Premier point. Ensuite, tu l'achètes brute et tu la conçois. Tu la construis. Alors, si nous voyons cette moto, on se rend compte que d'abord, elle est terriblement clinquante, elle est pourrie de chrome, elle est d'un noir qui fait ressortir encore le chrome, c'est qu'un moteur. Il y a un confort plus que rudimentaire, il n'y a qu'une selle, c'est pas fait pour emmener une petite amie, c'est pas fait pour aller vite. C'est pas fait pour aller loin, parce qu'il y a un tout petit réservoir. Ouais, c'est fait pour brûler de l'essence et puis de faire plaisir. Pour faire de la cybernétique, comme tu disais tout à l'heure. Voilà, c'est une communication d'autrui. Parce qu'en fait, moi, on me traite de frimeur, c'est vrai que je suis un frimeur. Tu communiques avec toi-même là-dessus? Ah ouais, là, je suis complètement isolé, avec mon épouse aussi, qui elle-même a une moto. Une Triomphe. Une Triomphe, oui. Mais moi, j'aime bien mon Harley aussi, et puis c'est mon Harley. Puis il y a beaucoup de choses à en dire, et puis rien à la fois, parce que elle est là, mais c'est moi qui l'ai faite, c'est moi qui ai coupé le cadre, c'est moi qui ai mis la petite selle, c'est moi qui... C'est ma sculpture aussi, mais c'est une sculpture qui me sert à moi, uniquement à moi. Et celle-là, je ne la vendrai pas. Merci donc de retour dans Temps X. Quittons le monde des années 60 tel qu'il nous était présenté au-delà du réel et regardons à nouveau vers le futur. Voici le... Eh bien aujourd'hui, le Futuroscope nous invite à jeter un rapide regard sur les technologies qui vont transformer les comportements militaires d'ici une dizaine d'années. À cet égard, la dernière planète du système solaire, nous allons nous enfoncer vers d'autres étoiles, quitter notre galaxie, aller vers d'autres galaxies et à l'horizon de l'univers connu, à quelques dizaines de milliards d'années-lumière de chez nous, nous allons trouver des quasars, Gachka. Oui, nous allons trouver des quasars. J'espère que notre ami le Bon va pouvoir nous laisser vous en parler, effectivement, car il est là, bien là. Nous devons à... Il est très brillant. Aussi. Il était très brillant. C'est une des merveilles de la Cité des Sciences et de l'Industrie. C'est un robot
tableaux interactifs, nous aurons l'occasion sans doute de vous en reparler. Mais maintenant, nous terminons donc notre grand rendez-vous sur l'espace par les quasars. Ce sont des objets énigmatiques qui se trouvent à des milliards d'années-lumière. Que sont ces objets? Comment les connaître? Eh bien, reportez-vous à cet ouvrage qui vous est proposé aux éditions du Rocher par 2 chercheurs du CNRS. C'est un ouvrage clair, agréable à lire et qui vous en dira beaucoup sur le thème. Et puis maintenant, une plongée dans l'infiniment petit, les particules élémentaires. Que sont-elles? Quelles sont les interactions fondamentales qui se développent au cœur même de la matière? Eh bien, la matière première de l'univers, vous la connaîtrez grâce à cet ouvrage proposé par Michel Crozon au Seuil. Gergel, tu vas nous dire un mot sur un service télématique qui est aujourd'hui initié par TF1? Oui, Temps X s'achève, mais en fait, Temps X continue sur Minitel. Pour cela, il vous suffira de composer le code Comet, Temps X donc, avec bien évidemment le code d'entrée 3615, code d'accès TF1. Parfait. La semaine prochaine, nous nous retrouvons face à des héros de papier. L'imaginaire est important. Vous savez que c'est grâce à l'imaginaire, comme disait Jules Verne, qu'on prépare l'avenir. Nous allons le préparer à travers les héros de papier. Nous sommes allés aux États-Unis. C'est le domaine roi de la bande dessinée là-bas. D'ici là, nous allons retrouver Patrice Dormet dans un instant. Oui, dans un instant. Et, nous nous retrouverons évidemment dans quelques semaines à la Villette pour d'autres rendez-vous avec l'espace. D'ici là, nous vous souhaitons tous de passer une excellente semaine et à samedi prochain. Bonne semaine à tous.